on vous propose un ou deux cas cliniques. Un cas clinique. Oui, peut-être rapidement, très bien, que Dr Yahvi va vous présenter. Elle est là. Vous pouvez l'adorer dès maintenant. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. Bien, alors je vais vous laisser. Bon courage et répondez bien. Allez, prends place. Merci. On repartage juste, vérifie que le truc est partagé. Le l'écran est partagé. Comment je vais Je peux utiliser ça, ça marche aussi comme une souris. Sur ça, hop, nouveau partage. Oh, je pense qu'il l'était. On va le faire de nouveau. Alors, partage pas maintenant. Voilà, il est parti. Vous avez le partage ou pas? Ah oui, non, Oui. partage pas maintenant. Vous avez le partage? Oui. Parfait. Oui. Allez, bon courage alors. Merci. Très bien, moi je suis juste à côté. Oui, si ça fait. À double tour. Si la connexion allez, bon courage. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je suis le docteur Yahyaoui, je suis résidente en 3e année en cardio. Dites-moi si vous m'entendez, Haka, avec cette voix. Oui. Très bien, ok. Donc, on va faire un cas clinique. On va faire 2 cas cliniques. Le premier, ça va être plus détaillé. Et le deuxième, on va juste en parler, histoire de vous donner une idée du sujet. Si vous voulez, à la fin, on peut même faire un petit rappel du cours, histoire de bien fixer le tout. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Conversation. Je voudrais pas que ça soit ultra interactif. Donc, j'ai besoin de lire vos réponses, d'accord? Bon, on commence. Vous êtes tous là. Bon, je vais commencer par parler du cas clinique. Il faut savoir que chaque mot de ce clinique a été dit, enfin a été rédigé, c'est-à-dire qu'on entendra à chaque fois on entendra en fait une réponse adaptée. On commence alors. C'est un patient de 30 ans, donc il est porteur d'une maladie de Barlow. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bien sûr, les jeunes femmes, surtout. Très bien, c'est un prolapsus de la valve mitrale. Et qu'est-ce que c'est finalement? C'est une maladie. Docteur, ça bug. Mais, votre
Il n'y a plus le partage. Parce que je ne parle pas d'Oka. Mais maintenant, dites-moi si vous entendez quelque chose ou pas. Oui, Oui, ça va. Oui, on vous entend. Donc, mais des fois, ça se coupe. très bien. Donc, j'ai dit que j'avais posé la question de est-ce que vous savez ce que c'était que la maladie de Barlow? Il y a une de vos collègues qui m'a répondu, elle a dit que c'était un prolapsus de la valve mitrale, effectivement. Mais c'est en fait la conséquence de cette maladie. La maladie de Barlow, c'est c'est une maladie du tissu conjonctif qui fait qu'en fait, que les valves, elles ont du mal à se refermer. Tellement elles ont du mal à se refermer et ça donne le prolapsus de la valve mitrale. Et quand il y a un prolapsus de la valve mitrale, qu'est-ce que ça donne comme valvulopathie? Bien. Très bien, une insuffisance mitrale. Très bien. Donc, c'est un patient de 30 ans qui a une insuffisance mitrale et qui est sans suivi régulier. C'est important à savoir, qui se présente donc aux urgences pour une fièvre évoluant de manière discontinue depuis 3 semaines. Notez bien la fièvre et notez bien le début et discontinue depuis 3 semaines. Je vous ai dit que chaque mot avait un but. Il a présenté il y a un mois une diarrhée fébrile spontanément régressive. Ok, donc c'est un patient qui va se présenter aux urgences. Qu'est-ce que vous allez faire quand il y a un patient comme ça qui se présente aux urgences? Qu'est-ce que vous allez faire? Commencer par quoi? Les constantes. C'est constante en dynamique. Très bien. Donc d'abord, c'est l'état général du patient. Donc vous voyez s'il est conscient ou pas, s'il est coopératif, ou pas, les constantes du patient. C'est-à-dire, je normal les constantes. Tension artérielle, la fréquence cardiaque. Eh bien, Pause Zédo. respiratoire, saturation, tension artérielle. Eh bien, et dans son cas, la température aussi. D'accord. Donc, on commence par l'état général du patient avec les constantes. On va notre examen cardiovasculaire. L'examen cardiovasculaire, en cardio ou même en sémiologie, on va revenir à la sémiologie, où il y a les signes fonctionnels et les signes physiques. Quels sont les signes fonctionnels en cardiologie? Douleur. L'hypothémie. Eh bien, c'est tout ce qui est l'hypothymie, syncope ou vertige. Donc voilà. Et des fois aussi, on a un autre symptôme qui est assez fréquent aux urgences, c'est l'asthénie. Il faut aussi le mentionner. Donc, c'est un patient. On a fait, il ne présente pas forcément de signes fonctionnels. On passe à l'examen physique. C'est quoi les signes physiques en cardiologie? Il y a les signes physiques. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Le patient sur la table d'examen, qu'est-ce qu'on va faire? Auscultation, le souffle. Très bien. Bon, vous êtes directement passé à l'auscultation. Mais si on veut être plus didactique, si on veut être plus sémiologique, on va commencer par donc, la palpation du thorax. Palpation. Voilà, très bien. La palpation, la percussion, ce n'est pas un examen qui existe. L'inspection, la palpation et l'auscultation. On passe directement à l'auscultation. Est-ce que vous savez comment on ausculte? Comment on ausculte le cœur? Haya, répondez, dites-moi. Foyer par foyer, en prenant le pouls, d'accord? En prenant le pouls, voilà, les foyers, en prenant le pouls pour définir le B1. Pour identifier le B1. Si on entend un souffle, très bien, pour identifier le B1. Donc, si on entend un souffle entre le B1 et le B2, ça sera un souffle comment?
un souffle systolique. Systolique. Entre B1 et B2. Très bien, Systolique. Et quand c'est après le B2, voilà, ça sera un Le diastolique. Donc, ce Diastolique. patient, très bien, très bien. Et donc, le like, c'est le tu as entendu à l'APEX. Origine mitrale. Oui, mitral. Très Oui. bien, très bien. Ok, donc si on résume tout ça, l'énoncé. Donc c'est un jeune de 30 ans qui a une insuffisance mitrale, qui fait de la fièvre d'environ 3 semaines, sachant qu'il y a notion de diarrhée auparavant. Et là, il se présente avec un fébricule et un souffle systolique au foyer mitral. Voilà. Donc si avec tout ça, je vais passer pour donner les questions auxquelles on devrait répondre à ce fait le cas clinique. Donc, allez, la première question, quel diagnostic devez-vous évoquer en premier lieu? Alors, vous pensez à quoi? Endocardite. Endocarditis infectieuse. Parce que c'est un contexte fébrile. Désolée, non, non, non. Oui, en fait, oui, plus c'est intense, plus c'est sévère. Ça va, toi, pour la question. Donc, le diagnostic, c'est quoi? Endocardite infectieuse. Oui, c'est un début de réponse, mais vous n'allez pas vous... Voilà. Endocardite infectieuse subaiguë sur valvulopathie. Mais tu sais déjà, la valvulopathie. Vaudrait mieux être plus précis. Très bien. Valvulopathie mitrale. Sur valve mitrale. Très bien. Native, c'est pas un patient qui est porteur d'une prothèse, par exemple. On verra par la suite. Ouais. J'ai dit le subaigu. Pourquoi tu as dit subaigu? La fièvre évolue depuis 3 semaines. Excellent. Voilà. Je voulais juste vous dire un truc. Le subaigu, l'endocardite infectieuse, appelle à rajouter un synonyme juste à côté, d'accord? C'est, quand vous dites, très bien, Dossler. Donc, quand tu dis endocardite infectieuse subaigu, vous rajoutez Dossler. C'est le synonyme de subaigu, l'endocardite infectieuse. D'accord? C'est le nom propre. Voilà, très bien, Dossler. Pourquoi subaigu? On en répond. Parce que la fièvre, ça fait quand même 3 semaines qu'elle est là, d'accord? Si c'était un truc aigu, ça serait dans les moins d'une semaine. Le subaigu, c'est à peu près 10 jours. Tout ce qui est chronique, c'est un mois le fort. D'accord? Vous avez presque toute la réponse. Il manque une partie. Donc, on a blessé une endocardite infectieuse, qu'elle est subaiguë, Dossler, sur valve mitrale native. Qu'est-ce qui manque à cette réponse? D'où elle est venue l'endocardite infectieuse? La porte d'entrée, excellent. La porte d'entrée qui est digestive. Très bien. Donc, à on a une réponse complète. Porte d'entrée à point de départ digestive. Donc, voilà. Le diagnostic est à évoquer. C'est une endocardite subaiguë, Dossler, mitrale, probablement un point de départ digestif. Et il y a la phrase qui revient à chaque fois, qu'il faudrait garder en tête, c'est que tout patient qui porte un souffle cardiaque avec de la fièvre, c'est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut aller s'acharner à chercher l'endocardite quand à un patient qui est porteur d'une maladie cardiaque. Bon, on va revenir en fait sur le pourquoi. Pourquoi quelqu'un fait une endocardite infectieuse et pas une autre personne? Qu'est-ce qui fait qu'on fait une endocardite infectieuse et pas qu'il y ait des gens qui en font et pas d'autres, à votre avis?
Ah, excusez-moi, Ouhaka, vous m'entendez? شكون هما هاد les personnes كيما شفنا في هاد le cas clinique, c'est les gens, les patients porteurs de valvulopathie. Prothèse Oui, bon, j'aime pas trop هاد congénitale. très bien. هاد la responsabilité cardiopathe, ça veut presque rien dire, d'accord? Ne dites plus cardiopathe. Là, il faut toujours savoir où je cardiopathe. Est-ce que c'est une maladie des valves, c'est une maladie du péricarde? Est-ce que génial, j'ai de bonnes réponses là. Donc les porteurs de prothèses, oui, excellent. Tous les patients qui sont porteurs d'un dispositif intracardiaque, entre guillemets, c'est en fait un corps étranger dans la cavité cardiaque est sujet à faire de l'endocardite infectieuse. Donc porteurs de prothèses, oui, de pacemaker, forme de pacemaker, forme de défibrillateur, les cardiopathies cyanogènes, congénitales cyanogènes, les immunodéprimés, on verra par la suite le second cas clinique, on verra les immunodéprimés, qu'est-ce qu'ils font au juste comme endocardite infectieuse. Ceux qui ont déjà fait une endocardite infectieuse aussi sont à risque d'en refaire une autre. En fait, il y a si on veut, il y a deux types de facteurs, enfin, deux types de facteurs de risque, mais deux colonnes. Il y a ceux qui sont à très haut risque de faire une EI et ceux qui sont quand même à risque de faire une EI. Et très haut risque, c'est tout ce qui est dispositif intracardiaque, donc DEF, pacemaker, prothèse cardiaque, les cardiopathies congénitales cyanogènes. Et les autres, tout ce qui est valvulopathie, tout ce qui est CIA, les communications interauriculaires et tout ça, c'est patients à risque, mais un peu moins que ceux que je viens de citer. Donc, les patients indoma qui sont à risque, c'est bon, on les a vus. Hein, Est-ce dites-moi. que les porteurs de stents coronariens aussi sont à risque? Non, 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 non. Les stents coronariens, c'est... Alors, les coronaires, tu vois. Dans la cavité cardiaque, dans les valves, là. Donc, ce n'est pas à risque, en tout cas, de faire une EI. Ok, donc on passe à la seconde question. Oui. Ok, donc qu'est-ce que vous recherchez d'Oka? Vous avez évoqué, émis le diagnostic d'endocardite. Qu'est-ce que vous allez d'abord rechercher à l'examen? Ça va être les signes. Hein? On va confier. Genre, monsieur, est-ce que vous avez ça et ça? Pas se contenter juste d'aller le rechercher. Donc voilà, il est pétéchi. D'accord, érythème. Ou de pied. Les pétéchis et les ok, c'est plus pétéchis, oui, la région Engayal. Donc, les signes avec plein de mots propres. Donc, le faux panari d'Osler, l'érythème palmoplantaire de Janoway, les nodules de Roth au fond d'œil, ou Stani, ce qu'on a vu, tout ce qui est pétéchie et hémorragie, inflammation, comme votre collègue a dit, au niveau Engayal, ou là, au niveau conjonctival. L'hypocratine digitale, non.
Voilà, vous dites l'hypocratisme digital. L'hypocratisme digital, ça se voit quand il y a une Peut-être notion d'hypoxie chronique. L'hypoxie chronique. Ou peut-être dans des formes prolongées, prolongées. docteur. Non. L'hypocratisme digital, c'est égal hypoxie chronique. C'est vraiment... Je ne pense pas que l'endocardite infectieuse aille jusqu'au point de l'hypoxie chronique. C'est plus de l'insuffisance cardiaque et tout, qu'on verra par la suite, mais c'est plus dans les insuffisances respiratoires chroniques qu'on voit l'hypocratisme digital. Ah, je ne sais pas. S'il y a de longs cours, bah, je ne comprends pas. Je ne pourrais pas l'expliquer en tout cas. Donc, l'examen clinique, qu'est-ce qu'on recherche? Et pourtant, je parle très fort. Là, vous voyez la plaque Hadia, donc à l'interrogatoire. C'est juste un truc, c'est juste une plaque qui va résumer tout ce qu'on a dit. Donc, à l'interrogatoire, on va voir sur la carte, typer le patient. Est-ce que c'est un patient qui a des facteurs prédisposants à faire une endocardite infectieuse ou pas? Aller rechercher un semblant de porte d'entrée. Est-ce qu'il y a eu des soins dentaires auparavant? Est-ce qu'il a pris une antibioprophylaxie? Est-ce qu'il a pris un antibiotique avant que ce soit un soin dentaire, que ce soit les explorations invasives type cystoscopie, tout ça, ou la coloscopie et tout. On a les signes généraux, la fièvre, frisson, altération de l'état général, l'asthénie et l'amaigrissement, l'examen, l'état général du patient. Les signes physiques. On s'est concentré sur les signes périphériques, les cutanés, le faux d'Osler, l'érythème palmoplantaire, le purpura, oculaire, une tache de Roth et à la recherche des pathosphénomégalie, fait examen abdominal. Hadoma, en fait, les autres signes cliniques cardiaques et tout ça, c'est pour aller rechercher les complications de cette endocardite infectieuse. Est-ce que vous connaissez les Insuffisance cardiaque. Très bien. En fait, on va essayer d'être plus systématique, d'accord? Quand tu parles d'insuffisance cardiaque, on parlera de complications hémodynamiques. De complications hémodynamiques. Attends, je remonte un peu. Complications cardiaques, artérielles, pulmonaires, tu as plus donné des localisations que des... C'est plus des localisations, mais c'est déjà bien. On a qu'il y a des complications hémodynamiques, c'est tout ce qui est insuffisance cardiaque. Donc, par quel mécanisme une endocardite peut donner une insuffisance cardiaque? Par atteinte valvulaire. Très bien. Qui m'a d'ailleurs pardon. Très bien, la rupture d'un pilier. J'entends pas très bien, mais oui, la rupture de cordage. La rupture de cordage, oui, qui peut donner une IM aiguë. Et donc, au lieu de... Attendez, je vais essayer de faire un petit schéma. Je vais essayer de faire ça. Bon. Je vais dessiner un cœur. Bon, il n'est pas très beau mon cœur, mais bon, ça va être un peu compliqué de faire ça. Désolée.
Disons que ça, c'est l'OG. Bon, ça, c'est le VG, VD et OD. Ça, c'est la valve mitrale, la valve tricuspide. J'ai oublié l'aorte qui est là. Oh, je suis très très mauvaise en dessin. Bon. Disons que ça, le gros truc là, c'est l'aorte, d'accord? Donc, et là, il y a les 4 veines pulmonaires. Et il y a là, tout ça, disons, ça c'est la circulation pulmonaire, d'accord? Donc, quel est le but, enfin, la fonction primaire du cœur, c'est de recevoir le sang des veines pulmonaires vers l'OG, puis passer par la mitrale vers le VG. On voit que le VG va se contracter et éjecter tout ça par l'aorte vers la circulation systémique. Imaginez que ça ne se referme pas correctement lors de la systole, parce que normalement, lors de la systole, ça devient imperméable et le sang part du VG vers l'aorte. S'il y a une insuffisance mitrale qui est, par exemple, dans son cas de le patient, au cours de la systole, ça éjecte une partie est éjectée l'aorte, oui, et une autre partie aussi est éjectée l'anaya au niveau de l'OG parce que ça, c'est pas bien fermé. Et en fait, à un certain moment, quand ça dure dans le temps et que qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais parler d'un truc aussi. En fait, quand il y a l'IM, l'insuffisance mitrale, et qu'il y a le sang du VG qui reflue vers l'OG, et qui, en fait, c'est les lésions de G, du sang, contre les valves qui fragilisent l'endocarde, qui le fragilise, et ça déclenche toute la cascade de l'inflammation, d'accord? Dépôt de fibrine, de thrombus, on va dire qui joue les leucocytes et tout ça, et c'est ce qui forme la végétation. Ça, c'est juste à côté pour que vous compreniez. Vous m'entendez, Yak? Oui. Et donc, l'insuffisance cardiaque. Voilà, ma question, c'était, voilà, j'ai une insuffisance cardiaque. À un certain moment, quand le VG est dépassé, qu'il éjecte et qu'il se fatigue, qu'est-ce qui va se passer? Avec le sang, il va refluer vers l'OG, puis vers la circulation pulmonaire en amont. Et ça va donner, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la circulation pulmonaire? NOAP. Voilà. La pression hydrostatique va... Ok. La pression hydrostatique dite par rapport à la pression oncotique, et donc il y aura un afflux vers du sang du liquide HADEC vers le milieu extracellulaire, vers les alvéoles. Ça va remplir les alvéoles d'eau et ça va donner l'OAP. Ça, c'est pourquoi on a une insuffisance cardiaque. Donc, c'est l'une des complications HADI, la complication hémodynamique de l'endocardite infectieuse. La deuxième complication, c'est quoi? Des troubles de la conduction. Tout ça, ça reste une complication hémodynamique, mais qui rentre dans le cardiaque. Complication cardiaque. Mais est-ce que vous savez ils développent un trouble conductif? Non. Non? L'abcès. L'abcès septal, sachant que le septum, bon, le nœud sinusal, ça part comme ça jusqu'au nœud AV qui est là, et ça part jusqu'au septum. Tout ça, c'est les voies de conduction du cœur. Quand tu as un abcès ici, ça te donne des troubles de la conduction. Je vais juste lire vos commentaires. L'embolie, quel type d'embolie, ça? Végétante. Septique. Végétante. En fait, oui, c'est une embolisation de les végétations. La deuxième complication, donc on va parler de la deuxième complication, c'est la complication embolie. Qu'est-ce qui va se passer? Les végétations. Vous avez compris qui va jouer les végétations. Quand l'endocarde est altéré, qu'il y a toute la cascade de l'inflammation et tout, il y aura le thrombus, il y aura les germes. On n'a pas finalement défini où il y a l'endocardite infectieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une endocardite infectieuse? C'est une infection de l'endocarde. Voilà, c'est une infection de l'endocarde. Donc, voilà, il y a une infection de l'endocarde parce que
cet endocarde-là est lésé et parce qu'il y a quoi? Un germe le sang, donc une bactériémie. D'accord? Bactériémie sur un endocarde qui est lésé, ça donne une végétation. D'accord? La végétation, on va revenir à la complication. La végétation, elle peut se compliquer de quoi finalement? Elle peut se détacher et donner un embole septique. Très bien, elle peut se détacher et donner une embolie septique. Et l'embolie qui va partir donc le VG vers l'aorte, l'aorte, une ischémie des membres inférieurs ou là, un infarctus splénique ou rien non? c'est un peu loin. Mésentérique, très bien. Un infarctus mésentérique. Ok. Voilà. Ça, c'est la deuxième complication. En badatique, il y a une personne qui a répondu anévrisme. Mais quel type d'anévrisme ça peut donner? L'embolie, l'endocardite infectieuse. Très bien. L'endocardite infectieuse se complique d'un anévrisme mycotique. Donc, anévrisme mycotique, ça constitue une complication d'endocardite infectieuse. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un anévrisme? Disons que ça, c'est Une dilatation de l'artère. d'un vaisseau normal. Une dilatation de quoi? De l'artère. C'est le parallélisme des artères. Et quand tu dis dilatation, c'est ça. Ça change bloc de diamètre. Non, c'est local. C'est localisé. En fait, c'est ça. C'est la formation d'une poche Une poche à parois fragilisée. Très bien, très bien. Donc ça, c'est... Ah pardon, là, j'ai juste fait une faute. Ça, c'est ça un anévrisme, d'accord? C'est la formation d'une poche au dépend d'une tunique, le vaisseau talent. C'est l'intima et la média. Du coup, c'est quoi le risque finalement? Tu as un anévrisme en général? La rupture. Rupture. Très bien, rupture et donc hémorragie. Et qu'est-ce que c'est qu'un anévrisme en plus mycotique? Ou je m'intéresse mycotique? Rempli du germe. Très bien, ça veut dire qu'il est rempli de germes en fait. Et la double conséquence de cet anévrisme mycotique, c'est il y aura la dissémination de tous ces germes-là, la circulation. D'accord? Donc, on a vu donc 3 complications. On a 2. J'ai dit qu'il y avait 5 complications. La 4e complication de l'endocardite infectieuse, où je l'ai dit. Qu'est-ce que c'est qu'on a finalement l'endocardite infectieuse? C'est une infection de l'endocarde. Où normal les complications, tu as une infection en général. Une septicémie. Très bien. Ça peut aller jusqu'à l'état de septicémie. Très bien. On va aller jusqu'au choc septique. Jusqu'au choc septique réfractaire. Donc voilà, c'est la complication infectieuse. Il y a la 4e complication. La 5e, alors quelqu'un, pardon, les complications neurologiques, on parlait en fait, ça rentre dans la complication embolique. Non. Non. Très bien. Hadi l'arabe qui a dit immuno. C'est les complications immunologiques. Qui m'a qu'on appelé l'endocardite infectieuse. L'inflammation hadia, ça va, réaction immunitaire et tout ça, ça va développer, ou là, ça va constituer les anticorps, d'accord? Les anticorps hadouma qui vont aller se déposer un peu partout, notamment au niveau des articulations, et ça peut donner des arthralgies, au niveau du rein, et ça donne des glomérulonéphrites,
au niveau des disques intervertébraux, ça donne des spondylodécites, d'accord? Les complications immunologiques par dépôt de complexes immuns, d'accord? Il faut savoir que les signes cutanés, c'est des complications immunologiques. Les nodules de Roth et tout ça, l'érythème palmoplantaire de Janoway, c'est des complications immunologiques. Donc, si on doit résumer DOCA, on a vu 5 complications d'endocardite infectieuse que il faudra aller les rechercher l'examen clinique. C'est-à-dire que tu vas aller faire un examen neurologique en gros pour voir s'il y a un déficit neurologique ou pas qui pourrait t'orienter vers un AVC ischémique. Tu vas aller prendre le pouls du patient périphérique pour voir s'il n'est pas en train de faire une ischémie du membre inférieur au année. Tu vas faire ton auscultation pulmonaire pour voir le patient s'il crépite ou pas, s'il fait un OAP, donc une complication hémodynamique. Quoi d'autre? Les pouls aussi, ils peuvent disparaître en cas d'anévrisme mycotique. La tension artérielle. Voilà, la tension artérielle. Pour voir si je ne fais pas un choc septique ou tension. Oui, ça rentre un peu dans l'hémodynamique, Yanné, mais oui. Tout ce qui est complication la complication infectieuse, en fait, on va plus être en évidence avec le bilan biologique. On va revenir vers la diapo. Docteur, Oui. on peut avoir des extensions de l'infection, genre on aura une péricardite ou là, une myocardite. Oui, j'ai entendu un docteur pour une question. Dites-moi. On peut avoir une extension de l'infection, genre vers les autres tuniques cardiaques, donc en myocardite ou là, une péricardite. Oui, Ça peut... Oui, c'est possible. On peut même avoir en fait, avec un abcès septal, le septum, tu peux même avoir un abcès myocardique. Et quand tu as un abcès myocardique, ça appelle à quoi? À quel type de complication? L'abcès septal, ça donne des troubles de la conduction. Ou l'abcès myocardique, qu'est-ce que ça peut donner comme complication? Des myocardites. Non, il y a une réponse à des deux Selma, troubles du rythme. Excellent, ça peut donner des troubles du rythme. Les myocardites, en fait, ça rentre dans le cadre des complications immunologiques. D'accord? Tu as l'endocardite infectieuse. D'accord. Et oui, l'endocardite infectieuse peut donner une insuffisance rénale. En fait, ça peut vu que c'est une septicémie et tout ça, en fait, ça peut retentir sur tous les organes. Donc, au final, quand elle est incontrôlée, tu peux même avoir une défaillance multiviscérale. Donc, avoir une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale et tout. Donc, oui, dans des cas extrêmes. Donc, et on peut avoir même de l'embolie pulmonaire si ça se développe au niveau du tricuspide. Exactement. En fait, ça, c'est le deuxième cas clinique en cas de, par exemple, de EI sur position tricuspide. Une des complications à laquelle il faut penser, c'est l'embolie pulmonaire. On verra chez qui aller rechercher ça surtout. Donc, شفنا هنايا bon نكملوا في l'examen clinique تاعنا مازلنا في la clinique d'accord حنا هضرنا عليهم كاع هذوما rechercher la porte d'entrée par contre on n'en a pas parlé toujours à l'interrogatoire. Est-ce que vous monsieur vous avez fait des soins dentaires? Est-ce que vous avez fait des explorations un peu invasives? Les diabétiques, ne pas oublier les mal perforants plantaires qui constituent un gros problème, une complication assez fréquente chez les diabétiques. واش ثاني هادوما شفناهم قلنا rechercher les complications emboliques neurologique, cutanée, et rechercher les signes de gravité, donc OAP et tout ça. Pneumopathie parce que la végétation, si elle est par exemple qui en position tricuspide, en plus de donner une embolie pulmonaire, elle peut donner aussi de véritables foyers d'infection avec parenchymateuse pulmonaire. Choc cardiogénique et signes de sepsis, c'est les complications. Donc après, comment passer? Voilà, ça c'est des images en fait. Je pense que vous les avez déjà revues sur l'érythème palmaire,
les pétichis, que ce soit au niveau de la pulpe des doigts ou linguale. C'est les nodules d'Osler et les nodules FO. Donc, après l'examen clinique, on va aller vers la paraclinique. Alors, la paraclinique. Qu'est-ce qu'il y a pour la paraclinique pour que vous soyez ici. Qu'est-ce qu'il y a pour la Bilan paraclinique? infectieux. Hein? Hémocculture. قبل ما تروحوا لتما tu fais la clinique, c'est bon. On va ça se divise en deux parties. La biologie, d'abord, l'imagerie. D'accord? Le VG, le VG يروح l'aorte et elles vont se retrouver en fait voilà, en fait, on va montrer mon stylet. Il est où le stylet? Voilà. Là, imaginez que de la végétation, elle se détache. Il faut savoir que maintenant, il y a l'aorte. L'aorte, c'est comme imaginez l'aorte. L'aorte. Il faut savoir On vous entend mal, docteur. Ah, pardon. J'ai juste redessiné l'aorte parce que je regarde de ce côté. Donc, il y a l'aorte qui est très moche. Il y a des petits trous en fait qu'on appelle sinus de Valsalva. Et c'est par ces petits trous-là que naissent les coronaires. Les coronaires, c'est les vaisseaux qui vont irriguer le cœur, d'accord? Donc, imaginez que de la végétation, elle se détache, va vers le VG, puis vers l'aorte. Vers l'aorte, la petite végétation, et au lieu d'aller, elle va sûrement aller de la circulation systémique, mais elle peut se crocheter là, entrer dans le sinus de Valsalva et aller vers les coronaires par exemple, et donner un véritable syndrome coronaire. Attendez 2 secondes. Donc, je disais que ça pouvait donner de véritables syndromes coronaires chroniques, aigus. Donc, au-delà, c'est des patients qui n'ont pas de chance finalement. En plus de faire une endocardite infectieuse, ça se complique d'un syndrome coronaire aigu. Donc, on peut demander des troponines à la recherche de myocardite, mais aussi de véritables syndromes coronaires chroniques. D'accord? Et les BNP Hadouk, les en fait, c'est des
des protéines, des enzymes plutôt, qui sont sécrétées, mis en évidence le sang du patient quand le patient est en train de faire de l'insuffisance cardiaque. D'accord, je le sais un peu, le marqueur biologique de l'insuffisance cardiaque. Comment je... Voilà, donc je fais le retentissement. On va détecter qu'on a ECBU. Si, par exemple, le patient se plaint de brûlure mictionnelle, ou là, on va penser à une porte d'entrée urinaire, demander un ECBU. Chez le patient, par exemple, ça sera la coproculture. Le bilan immunologique, on a les facteurs antinucléaires, le latex ou le rose, à la recherche du facteur rhumatoïde. Les compléments, c'est tout ce qui est inflammation et tout ça. La bandelette urinaire, c'est à la protéine urine, tout ça, c'est à la recherche des glomérulonéphrite, donc la complication immunologique au niveau rénal de l'endocardite infectieuse. D'accord. Donc, je fais la biologie, on va faire l'imagerie. Là, ils ont parlé de ETT, ETO. J'aurais voulu que vous le donniez, mais bon. Voilà. Alors, donc, à la biologie, donc pour l'imagerie. À votre avis, qu'est-ce qu'on va demander? Vous êtes là ou là vous êtes parti? On est là. On est là. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Donc, là, on est passé à l'imagerie. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence par le TT. Eh bien, le TT, c'est incontournable pour l'endocardite infectieuse. Donc, dès que vous suspectez ça, il faut faire une écho Doppler cardiaque. Et on va voir en bas d'article, la diapo juste après, que l'endocardite infectieuse, il faudra toujours passer par le TO après pour mieux mettre en évidence tout ce qui est végétation, abcès, toutes les complications d'ailleurs qu'on va voir par la suite, l'endocardite infectieuse. Et surtout, on a dit que l'endocardite infectieuse, les porteurs de dispositifs intracardiaques. Et le TT, d'aller voir une prothèse, d'aller évaluer une prothèse, ou là, les centres de DEF et tout, c'est un peu compliqué. Donc, il vaudrait mieux faire une ETO. C'est juste en fait une question de résolution. On voit mieux FLETO que FLETT. Ok. Donc, à votre avis, voilà la question. Qu'est-ce qu'on peut voir FLETT, l'échographie? Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Les végétations valvulaires. Les abcès. Attendez, on va aller schématiser tout ça, d'accord? On voit des conséquences sur les vagues en insuffisance mitrale. Très bien. Effacez tout ça. Ok, on va refaire. Bon, je vais vous donner l'image apicale quand on fait une échographie. Quand on fait une échographie, il y a plusieurs fenêtres en fait. Fenêtre, ça veut dire l'endroit où l'on pose notre sonde, d'accord? Et très bien, oui, calculer la FEVG, tout ça en fait, qui a en fait des signes directs. Voilà, il faut toujours rester dans le système, dans le systématique. Qui a les signes directs d'endocardite infectieuse, ou qu'il y a le retentissement kiff échographe d'endocardite infectieuse. Tout ce qui est végétation et tout ça, ça va être des signes directs. La FEVG, c'est le retentissement de cette endocardite sur le cœur. Je vais juste mettre ça ici. Donc, je vais vous donner la fenêtre. Quand on met la sonde dans un endroit, on appelle ça une fenêtre. Je vais vous donner la fenêtre sous-costale. La fenêtre apicale qui donne une vue en 4 cavités. 4 cavités, Docteur, on vous entend. Ah non. Pardon? Là, vous allez avoir les ventricules. Mais le fort ne va pas très bien. Oh, c'est que il faut vraiment que je m'améliore dans ça. Je vais refaire. En fait, il faut les oreillettes. Le son est très loin. Attends, je vais le mettre de ce côté. Haka, vous m'entendez, Haka Khair? Je suis vraiment nulle en dessin. Bon, ça, c'est censé être l'aorte, d'accord? L'aorte. Hadi, c'est la fenêtre 4 cavités. 4 cavités. Là, c'est le VG. Le VG. Là, c'est le VD. Là,
CLG, CLOD, la valve mitrale, la valve tricuspide, l'aorte avec les sigmoïdes aortiques. Donc, à l'ETT, qu'est-ce qu'on peut voir? Les signes directs, comme c'est les végétations, on va voir qu'il y a تخبيشة كبيرة ولا صغيرة qui est hyper écogène, c'est-à-dire que ça va être du blanc bien épaissi. Normalement, on est censé avoir des valves comme ça, fines, qui se referment. Dans l'endocardite, on va voir qu'il y a des gros bourrelets comme ça, appendus sur les valves. Donc ça va être des végétations. Ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe? On peut avoir en fait des fistules. Fistules entre l'OG et l'aorte, ou la fistule, c'est en fait une communication anormale entre deux cavités. Imaginez comme l'aorte ou juste l'OG. Bon, l'OG. Il n'est pas censé y avoir de communication entre les deux. La fistule, c'est qu'il va y avoir un conduit AK qui fait communiquer les deux. On peut voir ça à l'écho-doppler, au Doppler couleur. Donc, on met un échantillon couleur. Et on va voir qu'il y a un passage de couleur, de liquide, de sang entre l'OG et l'aorte. Ça, c'est les fistules. On peut avoir entre l'OG et l'OD, entre les autres vaisseaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les végétations, les fistules, qui m'a aussi un abcès septal. En fait, l'abcès, c'est hypoïcogène. Il un truc comme ça, d'accord, noir. Ça, l'abcès, on peut avoir des pseudo-anévrismes, donc carrément au niveau de la paroi du VG, une poche comme ça qui se forme. Une poche. Dites-moi, vous êtes là, vous êtes revenu? Ok, très bien. Donc, je disais, on a voulu pouvoir avoir flécopie en cas de... Mais il n'y a pas de partage. Attends. Bon, c'est parti. Mais en gros, c'est ce qu'on peut avoir, les rotles comme Haddock. Et on peut, en plus de ça, en plus des signes directs Hadoma, le retentissement sur le cœur. Calculer la FEVG, qui m'a parlé de votre collègue, voir s'il n'y a pas une autre valvulopathie, une IAO, une assistance aortique ou là, une assistance tricuspide et tout ça. D'accord? Je vais revenir vers la diapo. Donc, on badatique. On a le TT, le TO. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme examen radiologique, comme imagerie? Un téléthorax, kiff, pour aller voir si c'est une végétation en position tricuspide et qu'elle peut migrer, ça peut donner une embolie pulmonaire. Quoique l'embolie pulmonaire, on a souvent des téléthorax normaux. C'est surtout là pour voir s'il n'y a pas un foyer infectieux parenchymateux. D'accord? Le CG quotidien, pour voir s'il y a de foyer myocardique ou là un trouble de la conduction en cas d'abcès septal. Bon, le FO, tout ça. On voit que le bilan étiologique, ça dépend de ce que vous rapporte le patient. On a parlé de ça. Donc, si Kimahoua, il a fait de la diarrhée et tout, on va plus aller vers la coloscopie, tout ça. S'il a fait une brûlure mictionnelle, aller vers le CBU. S'il a fait un soin dentaire ou là, il se plaint de sinusite, faire une panoramique dentaire. D'accord. Le bilan d'extension, c'est à la recherche des complications. Donc, si vous voyez, par exemple, l'examen clinique, il y a des foyers de focalisation neurologique, vous allez penser à un AVC ischémique, il faudra
documenter ça par une TDM cérébrale, d'accord? Si vous voyez l'examen clinique, tu as une hépatosplénomégalie, tu penses à peut-être un infarctus splénique et tout ça, il faut faire une écho abdominale à la recherche de ça, d'accord? Ou tout ce qui est signe d'embolie périphérique, si tu as par exemple, tu suspectes, tu as une perte de pouls, enfin une absence de pouls en périphérie, et tu suspectes une ischémie du membre inférieur, tu vas aller faire un écho Doppler des membres inférieurs, d'accord? C'est bon. Hadi est la plaque en fait, dès que tu as une suspicion clinique d'embolie pulmonaire, tu vas faire ton ETT. L'ETT, qui est la transthoracique, donc la sonde pour le thorax. Mais dans tous les cas, il faut aller au-delà de ça, faire une ETO. C'est une question de résolution surtout. D'accord? C'est tout ce que la plaque veut dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on recherche à l'ETT? Est-ce que vous pouvez... mais je pense que vous en avez parlé déjà. Voilà, anévrisme et tout ça. Qu'est-ce qu'on recherche à l'ETT? C'est les... Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on recherche à l'ETT? Voilà ce qu'on peut rechercher. Donc, une cardiopathie sous-jacente, dans son cas, l'insuffisance mitrale, par prolapsus valvulaire mitral. Et là, il faudra quantifier l'insuffisance mitrale. Il y a des calculs à faire pour savoir si elle est minime, modérée ou bien sévère. Aller rechercher les végétations, les autres atteintes valvulaires. Et c'est bon. Voilà, les abcès, la quantification de la fuite, les fistules, le retentissement VG, et aller rechercher d'autres valvulopathies. Et l'autre question qui est venue juste après celle-là. Voilà, l'hnaya, c'est une plaque aussi, une plaque ce qu'on peut voir à l'ETT et ce que c'est en réalité et ce qu'on voit en fait l'échographie. C'est une histoire de couleur et d'écogénicité. Je ne pense pas que ça soit vraiment intéressant pour vous. Mais je pense on n'a pas parlé d'un truc super important, j'avais oublié. Au-delà des patients qui ont un problème de valve native, il peut y avoir une EI, souvent sur des prothèses cardiaques. Et qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Pour ça, on suspecte une EI sur une prothèse cardiaque, l'échographie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la... Je vais répondre à la question. Elle dit, mais répondez-moi d'abord à la prothèse aortique. Comment on suspecte une EI sur prothèse aortique, l'échographie? Un mot en plus là. Les insertions. Très bien, une désinsertion de prothèse. La prothèse en fait qui n'est plus à sa place. Et c'est toujours qui frotte le comme une histoire de Doppler couleur. Quand vous mettez votre échantillon de Doppler couleur, vous allez voir un passage de couleur en fait, par exemple de l'OG vers le VG, qui est la mitrale et la prothèse. Vous allez voir un passage de entre la prothèse. Elle n'est pas bien كيفاش كالميكانيزم j'ai dit l'affection appelle l'inflammation, l'inflammation c'est une cascade d'inflammation et tout. C'est un processus qui va être délétère à un certain moment. Tu vois, ça fait des perforations. C'est une histoire d'inflammation qui arrive à ça. Comment on corrige cette désinsertion? Il faut changer la prothèse. Donc, on va voir les indications, les indications, comment on traite. Et dans son cas, si tu as un patient, une patiente qui est en train de désinsérer sa prothèse, et bien, c'est un traitement chirurgical. Il faut aller changer cette prothèse. Voilà, il y a la coupe API 4 qualités, avec les oreillettes, les forats, les ventricules tata. C'est une image en OTO, c'est pour ça que tu as l'image. Mais ça, regardez, ça c'est une végétation, c'est pas une valve qui est saute. Vous voyez que genre l'hyper-écho, c'est trop blanc, trop épaissi. Et là, on a dit que c'est en position mitrale. Et l'autre
les plus fréquents en endocardite infectieuse. Staph. Très bien. Ok. Le strepto, c'est l'alpha hémolytique, il faut y penser, qui est ORL, d'accord? ORL, il faut penser au strepto alpha hémolytique. On va xédo. Le staph, il faut y penser. Cutané. Pardon? Prothèse. Cutanée. Ou je connais pas de prothèse, هذه. C'est quoi prothèse? Ou je connais C'est prothèse, moi. c'est- Non, je veux dire les prothèses valvulaires. Parce que... d'accord. وش تانيت شكون هذه prothèse valvulaire. Il faut penser تانيت au un truc un peu méchant, c'est les affections nosocomiales, d'accord? Qui m'aident à le pseudomonas aeruginosa. Donc les gens qui se font hémodialyser et tout ça, hein, qui se font hémodialyser et toutes les autres explorations, au-delà du staph, il faut penser à un germe nosocomial qui est le pseudomonas aeruginosa, d'accord? Donc quand le strepto, strepto alpha hémolytique, c'est tout ce qui est sphère ORL. Staph, c'est ce qui est porte d'entrée cutanée, iatrogène, tout ce qui est complications cutanées, tu as le diabétique, le mal perforant plantaire et tout ça, les furanques. Et tout ce qui est bactéries gram négatifs, les BGN, et même qui m'a le patient a de l'entérocoque, c'est tout ce qui est porte d'entrée digestive, qui m'a les cancers coliques, les sigmoïdites, c'est des inflammations, les angiocolites. Voilà, tu as corrigé prothèse valvulaire position droite, oui. Donc la porte d'entrée, c'est bon. C'était quoi? C'était quoi l'autre question? Le reste. Doka. Le truc le plus embêtant en endocardite, c'est Hadoma, les critères. Est-ce que vous les connaissez, Hadoma, les critères de Duke? En fait, le patient on a suspecté une endocardite infectieuse. On a fait notre biologie avec les hémocultures, le bilan de retentissement. On a fait ce qu'il fallait pour l'imagerie, le TT, le TO. Il faut savoir aussi qu'on peut aller plus loin que l'imagerie. D'accord, on peut même faire un scanner cardiaque. Ça, c'est ultra pratique pour ce qui est des prothèses cardiaques. Et comme à chaque fois qu'il y a un corps étranger, c'est un peu compliqué de le voir en imagerie. Et quand on n'arrive pas à le mettre en évidence, les rayons, les ultrasons à l'échographie, on peut aller jusqu'au rayon X par le scanner. Il y a aussi un autre examen ultra moderne qui n'existe pas encore ici, c'est le SPECT-CT, le PET scan en fait, couplé au DFG. Le SPECT scan, il est utile toujours les prothèses. Les prothèses, imaginez par exemple, vous implantez une prothèse, d'accord? Il faut savoir que il y a au moins 3 mois, les 3 premiers mois où il s'est inflammé, où il y a de l'activité cellulaire autour de nouvelles prothèses qui examen et ensuite une prothèse. Elle a été implantée, ben, on se pose des questions. Voilà, donc حبيت نهضر لكم على les critères de Duke. Alors, est-ce que vous les connaissez, les critères de Duke? C'est fait en fait, les critères ont été établis pour nous aider à poser le diagnostic de l'endocardite.
endocardite infectieuse. وقتاش on est sûr que c'est une endocardite infectieuse, وقتاش on est sûr que ce n'est pas une endocardite infectieuse, et وقتاش on est entre les deux. On se dit, ok, peut-être que c'est ça. Alors, وقتاش on parle de EI confirmé, parce que vous savez. Attendez déjà les chiffres. Combien de critères attendez les chiffres, tu as combien de critères positifs, combien de critères négatifs de mineurs. 2 critères majeurs ou un critère majeur et 2 mineurs. Non. Pour dire qu'une I est confirmée, que tu es dans l'endocardite infectieuse, il faut que tu aies 2 critères majeurs ou là, 1 majeur et 3 mineurs. Machi 2, 1. Donc, soit tu as les 2, très bien, ou là, 5 mineurs, très bien. Donc, soit vous avez 2 critères majeurs, et là, vous êtes dans la EI confirmée, ou là, vous avez un critère majeur et 3 critères mineurs. Et là, vous êtes dans la EI confirmée, Tani, ou là, vous avez les 5 critères mineurs qui sont positifs. On a le confirmé. Donc, là, faut directement l'autre versant. Ourtèche, tu dis, Ourtèche, tu es sûr que ce n'est pas une EI. C'est quand tu n'as aucun critère qui est rempli, ça, tu n'es pas une EI, ou tu as commencé à traiter ton endocardite infectieuse, tu as commencé une antithérapie et tout, et au bout de 4-5 jours, il n'y a plus rien. Le patient est guéri. Et là, c'est clairement pas une EI parce que c'est vous allez voir des résultats au bout de 4-6 semaines. D'accord. Si vous avez au bout de 4 jours, c'est certainement pas ça. D'accord. Donc, si vous n'avez si il y a une amélioration trop rapide ou là que aucun critère n'est retrouvé, alors comme l'endocardite, rejeté. Donc, rejeté et confirmé. Entre les deux, quand vous avez un seul critère majeur ou là, un seul critère mineur, un seul critère majeur ou là, un seul critère mineur, vous êtes dans la EI possible. D'accord. L'histologie, elle dit la question, l'histologie seule suffit pour me dire oui, mais il faut aller faire l'histologie. Genre, tu vas aller faire quoi? Ouvrir le cœur, ouvrir son thorax, ouvrir le cœur, prendre une végétation ou un bout de valve et aller faire l'histologie pour prouver ça. L'histologie, c'est clair que c'est le diagnostic par excellence pour confirmer tout et n'importe quoi. Mais tu ne vas pas aller faire ça et ça ne constitue pas un critère. D'accord? Donc, chef na waqtash EI confirmé, EI quand vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre, vous êtes dans la I possible. Donc, on va s'intéresser aux critères. Où sont les critères majeurs ou les critères mineurs? Où sont les 2 critères majeurs? Hémoculture positive. Très bien. Il faut que l'hémoculture positive ait des... Elle soit positive dans 2 hémocultures. des critères de l'hémoculture. Il faut que ça soit plus de 2 hémocultures positives à des germes qui soient connus pour donner une endocardite infectieuse. Mais chez n'importe quel germe. Les germes typiques de l'endocardite infectieuse qu'on est en train de voir, par exemple le streptococcus hémolytique, le staph, d'accord. Donc, plus de la moitié des hémocultures de positives à des germes connus pour donner une EI. Et le deuxième critère majeur, c'est quoi? Vision de l'endocarde à l'écho. Très bien, c'est l'imagerie et tu as une image qui te fait penser à une EI. Les végétations, les fistules, les perforations, les désinsertions de prothèses. Donc, à les 2 critères majeurs. Donc, on a les critères mineurs. Il y en a où les critères mineurs, il y en a 5. Un truc dont on a parlé au tout début. Un souffle La fièvre. Prédisposition. Très bien, la prédisposition, d'accord. Le fait d'avoir déjà fait une EI, de porter une prothèse ou là, un DEF, d'avoir une cardiopathie congénitale non opérée, d'avoir une valvulopathie, tout ça, ça constitue un critère mineur. Donc, prédisposition, une fièvre. Les signes cutanés. Les signes cutanés, qu'est-ce que ça fait en fait? Donc, les signes cutanés, tout ça, ça rentre dans une entité. Immunologique. Immunologique. Très bien, les phénomènes immunologiques. Mettre en évidence un phénomène immunologique. Donc, un F3, pas des autres. Un souffle récent, d'apparition récente. Non, ça ne fait pas partie d'un critère. Hémoculture en dehors des critères majeurs. Très bien. Une hémoculture qui est positive, mais en dehors des critères. Donc, par exemple, vous trouvez une hémoculture positive à plusieurs germes, ou là, une hémoculture sur plusieurs. Là, ça
Ça constitue un critère, mais mineur quand même. Ou je t'invite le cinquième truc. Les complications vasculaires. Très bien, les complications vasculaires. Si vous arrivez à mettre une complication embolique plutôt, une embolie vasculaire, là, ça constitue aussi un critère mineur. On va aller voir en détail. Bon, هادو ما هضرنا عليهم. وقتاش on parle de EI possible, rejected ou la definite IE. Ça, c'est bon. On va dire que voilà, les critères majeurs, c'est les hémocultures à des germes typiques de deux hémocultures différentes. Tu as le groupe HASA qu'on n'a pas parlé aussi, tout ce qui est strepto, staph et tout ça. Voilà. Séparé de 3 sur 4 hémocultures. Donc toujours dans la quand tu n'arrives pas à identifier, il y a de Coxiella burnet. Parce que ça, pourquoi? Parce que ça peut donner des endocardites aussi à germe intracellulaire. Pour l'endocardite, kiff en évidence les végétations, les abcès, les valvulopathies, les perforations, les insertions de prothèses et tout ça. Ou comme le FDG, le PET scan couplé au FDG. Ou là, le cardiac CT, c'est le scanner cardiaque. Elle n'est pas assez fréquente là, mais il faut y penser. On va y penser quand vous avez une forte suspicion d'endocardite infectieuse, mais que l'hémoculture est négative. Là, il faut aller vers les sérologies. D'accord? Je la question. Ah, c'est bon, d'accord. Voilà, on va les critères mineurs, c'est la prédisposition, la fièvre supérieure à 38, les phénomènes vasculaires, tout ce qui est signe cutané, tout ce qui est la mise en évidence d'une embolie, qu'elle soit cérébrale ou la membre inférieure ou la septic pulmonary effect, qu'elle soit par exemple pulmonaire. Les phénomènes immunologiques, on a les signes cutanés, tout ça, les nodules d'Osler, et aussi le facteur rhumatoïde. C'est un facteur qu'on recherche à la biologie. On va dater que le cinquième critère mineur, c'est l'hémoculture positive, certes, mais qui ne répond pas aux critères de l'hémoculture positive, c'est le critère majeur. Voilà. Ça, c'est pour les critères mineurs. Donc, classe. Vous avez confirmé votre diagnostic. Qu'est-ce que vous allez faire en cas? Vous êtes sûr que c'est ça, que c'est une endocardite infectieuse. Donc, où je déroule? On traite. Très bien. Prise en charge. Voilà, la prise en charge TANA va commencer. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait autour On des hospitalise le patient. Très bien. Il faut toujours ne pas oublier la notion de l'hospitalisation du patient. À votre avis, où est-ce qu'on hospitalise le patient? En réa. Musique. Déjà, non. Pas forcément. C'est cardio. Je voulais que vous me donniez une autre réponse moins dangereuse que l'usique ou un service de cadeau. Très bien, on peut même l'hospitaliser en infectiologie, d'accord? L'infectieux ou là un service de médecine interne ou là un service de cardiologie. C'est pour vous dire en fait que c'est... Voilà, je vous donne la notion de soit infectieux, soit médecine interne, soit cardio, parce que sur l'endocardite infectieuse, une prise en charge multidisciplinaire. Il faudrait d'ailleurs, à l'étranger, on parle de endocarditis team. L'endocarditis team, en fait, c'est un groupe, une équipe de médecins de plusieurs
unités qui font des RCP dans du patient. Elle est constituée d'un cardio, un réanimateur, un anesthésiste, d'un chirurgien cardiaque au cas où on va vers la chirurgie. D'accord? Donc, hospitalisation dans un domaine. Moi, je vous entends pas par contre. Ou non, non, non. À quoi et à qui? On vous entend. C'est bon, on vous entend. Ah, c'est bon. Donc, là, je vous entends moi aussi. Donc, à dire là, la plaque, on en a déjà parlé. Attendez, c'est parti. On en a déjà parlé. C'est bon. Là, j'ai oublié de vous en parler. Voilà. En fait, ça rejoint la question de votre collègue. Pourquoi Coxiella burnetii et tout. Il faut savoir qu'il y a cette notion d'endocardite à hémoglobine négative. Et là, émettre des hypothèses. L'une des premières hypothèses, c'est l'infection décapitée. Donc, c'est un patient peut-être qui a déjà pris des antibiotiques auparavant, qui a décapité l'infection. Et là, c'est un peu compliqué d'aller trouver le germe. On a aussi le streptocoque déficient, à culture difficile, où la culture va être difficile. Donc, les bactéries, enfin, les germes du groupe HASEC sont difficiles à mettre en évidence. Ou les germes intracellulaires, qui m'a Coxiella, chlamydia et tout. Donc, et les endocardites phagiques qui sont très, très méchantes. À candida albicans. D'accord? Donc, gardez en esprit que toujours, c'est pour ça que ça ne va... La médecine, ça dépend. Je ne pense pas que ça va être robotisé. Vous m'entendez ou là, vous m'entendez pas? On entend très mal. Ok, je vais refaire de la plaque. Comme il y a cette notion d'endocardite à hémoculture négative. Oui. Oui. Vous êtes arrêté à vous avez la médecine, c'est ça? Je voulais vous dire que quand la suspicion clinique est là, même si tout est en train de vous dire non, c'est pas ça, c'est pas une endocardite, mais si vous pensez toujours à ça, il faut aller plus profondément. Même si vous avez des hémocultures négatives, il faut aller rechercher autre chose. Pensez à l'infection décapitée, les germes un peu difficiles à cultiver, ou là, faire des sérologies quand c'est par exemple la chlamydia. D'accord, c'est tout. C'est juste pour savoir, vous pouvez tomber sur là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment c'est la prise en charge? Quel traitement proposez-vous? Donc, l'hospitalisation en service de médecine, donc que ce soit cardio, infectieux, on va dater avant que vous passiez à ça. Donc, on a hospitalisé, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le traitement de l'endocardite? C'est facile comme question, ça.
antibiothérapie, bi-antibiothérapie synergique de longue durée, enfin prolongée. Attends, que je réponde à cette question. Les hémocultures négatives, non, c'est pas un critère mineur. Ça ne constitue pas de critère, en fait. C'est juste des hémocultures négatives. Donc, il faut juste aller rechercher au-delà de ça quand ta suspicion clinique est là. D'accord? Et donc, on revient à la partie traitement. Oui, voilà, t'acharner. Si tu es un bon médecin clinicien, si tu as la bonne clinique, il faut t'acharner. Traitement, donc on hospitalise. D'accord, qu'est-ce qu'on commence comme traitement? Double antibiothérapie synergique. Il faut sortir de la phrase, d'accord? Voilà, la double antibiothérapie synergique, bactéricide à forte dose, à dose IV. Il faut que ça soit en IV et sur une longue durée, d'accord? De 4 à 6 semaines. On peut aller même plus loin, en fait. Ça dépendra du germe, ça dépendra de la réponse du patient, d'accord? OK. En plus de l'antibiothérapie, en IV, qu'est-ce qu'il faut penser aussi à traiter à côté? Un truc ultra important qu'on a vu au tout début. La porte d'entrée. Très bien. Allez traiter la porte d'entrée. Bien sûr, vous n'allez pas juste traiter votre endocardite et laisser toujours l'entrée au germe. Ça ne sert à rien. Donc, traiter la porte d'entrée, traiter l'endocardite en elle-même. Un autre truc important. Donc, par exemple, quand c'est des patients qui vont être hospitalisés à l'IT, vous pensez à quoi? Pardon? Très bien. Et c'est ce qu'on appelle en fait des complications de décubitus. Il faut penser à ça. Prophylaxie. Bon, c'est l'anticoagulation prophylactique. Les complications de décubitus ferment les escarres. Voilà, les anticoagulants. Les escarres, comment on peut gérer les escarres avec les matelas à eau, retourner le patient et tout. Et prévenir aussi les embolies et tout ça par les anticoagulants. Il faut donner un anticoagulant à des escarres, je suppose. Voilà, donc voilà. Pensez aux complications de décubitus. Docteur, oui. Puisque l'antibiothérapie se fera par voie intraveineuse, est-ce que ça ne traite pas en même temps la porte d'entrée? Pourquoi il faut la traiter séparément? En fait, mais séparément, oui, ça va être. Il faut juste cibler. Yani, quand je dis traitement de la porte d'entrée, il faut cibler le germe à la porte d'entrée. Et par exemple, au cas où on a un mal parfois en plantaire, ou là, il faut aller sur le nettoyer au couteau, aller nettoyer, enlever tout ce qui. C'est dans ce sens-là. D'accord? Quand tu as une porte d'entrée cutanée, par exemple, il faut aller nettoyer la porte d'entrée. Merci. Donc, le traitement, on va voir. Est-ce que ça passe pas? Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans ce cas, le patient, c'est des hémocs positifs à entérocoque. À votre avis, quel antibiotique on va utiliser chez ce patient? L'amoxicilline et la gentamicine. Eh bien, c'est l'association amoxicilline, gentamicine chez ce patient. D'accord. L'amoxicilline, ça va partir 4 à 6 semaines. Par contre, la gentamicine, il faudra s'arrêter au bout de 15 jours. D'accord. Pourquoi la gentamicine, on s'arrête au bout de 15 jours? À cause de sa toxicité. Quelles sont les complications? Pardon? Très bien, oui. Il y a la néphrotoxicité et quoi d'autre à craindre? Autotoxicité. Très bien. L'autotoxicité. Voilà, ok. Très bien. C'est ça. Donc, on va mettre le patient sous amoxicilline à une dose je ne pense pas que vous voyez que vous devez connaître la posologie. Mais bon, c'est 200 mg par kilo par jour d'amoxicilline et 5 mg par kilo par jour de gentamicine pendant 4 à 6 semaines. Et on va surveiller. Surveiller quoi? Surveiller notre efficacité et la tolérance du traitement que l'on est en train de donner. D'accord? Pour la tolérance, ça va être un bilan rénal pour la néphrotoxicité, lui dire salut et voir s'il répond, pour voir s'il entend, pour l'autotoxicité, au shtanit. Et pour l'efficacité, comment on va surveiller l'efficacité de le traitement? La température, la prise de la L'appexé. Eh bien, 4 jours.
faut être systématique, d'accord? Toujours l'efficacité clinique, combat paraclinique. Clinique, ça va être la pyrexie. Paraclinique, dans la biologie, on s'attend à quoi la biologie? La disparition du syndrome inflammatoire. Régression du syndrome inflammatoire. Mais, disons, ma disparition, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais au moins il y a une dégression, d'accord? La CRP, les chiffres, l'hyperleucocytose, la VS, ça va être une dégression. On va datique, donc biologique, c'est bon. On va imagerie, qu'est-ce qu'on s'attend à quoi finalement? Si on voit si notre traitement est efficace, qu'est-ce qu'on pourrait avoir par exemple? La disparition des lésions. Peut-être pas une disparition, mais par exemple la réduction de la taille des végétations. Comment ça se réduire un peu? Ça, c'est une bonne chose aussi, une bonne évolution. Très bien. J'avais oublié un truc super important, la biologie, oui, la négativation des hémocultures. Au bout de 7-8 jours, au bout d'une semaine, on est censé avoir une négativation des hémocultures. Donc, ce n'est pas le cas, et bien sa constitution, les hadoka. Donc, c'est bon, on a le traitement. Voilà, donc on va les deux questions, les cadeaux, ça va être la révision, enfin l'une surtout. Quelles complications on redoute les patients? Les complications. Vous pouvez me les reciter ou là, quand vous n'êtes pas en face de moi, très bien. On va aller rechercher, on va redouter la complication cardiaque, donc hémodynamique, donc l'insuffisance cardiaque ou chtanite. Je viens d'en parler d'aucun. Prophylaxie de quoi? La rechute. Échec du traitement. L'échec du traitement, voilà, c'est l'une des complications. Quand il y a un échec du traitement, on n'appelle pas ça une prophylaxie. Quand il y a un échec du traitement, c'est-à-dire que tu n'as pas ton apyrexie, ton bilan inflammatoire ne s'améliore pas, ton hémoculture ne se négative pas au bout de 7-8 jours, là, tu es dans la complication infectieuse. C'est l'infection incontrôlée, d'accord? Non contrôlée. Ça constitue une deuxième complication. Complication hémodynamique, complication infectieuse, kiff septique, tout ça, c'est une complication infectieuse. L'embolique, oui. Immunologique. Anévrisme. Et l'anévrisme mycotique. Voilà. Mais ça se répète, mais c'est bien que vous les gardiez en tête. Les complications qu'on redoute. On va dater la dernière question. Voilà, ça regroupe tout ce dont on a parlé. Voilà, l'insuffisance, les complications cardiaques, donc hémodynamique, tout ce qui est insuffisance cardiaque, trouble de la conduction, trouble du rythme et tout ça, l'embolie coronaire, la complication infectieuse, le sepsis, l'état septique, complications emboliques au niveau du cerveau, du rein, de la rate, l'anévrisme mycotique qui constitue à lui seul une complication et les complications immunologiques, les vascularismes, glomérulonéphrites et tout ça. Donc, à votre avis, alors, comme vous avez traité votre patient et tout, comme disons 2-3 semaines d'antibiothérapie, mais le patient, bon, je vais pas le dire comme ça. À votre avis, on va plus se suffire du traitement médical et là, il faudrait impliquer le chirurgien cardiaque. Quelles sont les complications à indication chirurgicale? Il y en a 3. 3 indications finalement chirurgicales. Échec du traitement. Échec du traitement. Instabilité hémodynamique. Très bien. L'instabilité hémodynamique qui est en fait réfractaire au traitement. Il faut savoir que, ton patient est en train de faire, une complication d'abord. Il fait une complication hémodynamique. Il est en train de faire de l'OAP. Tu essaies de gérer médicalement. Comment on gère médicalement une insuffisance cardiaque, un OAP? Diurétique. Et diurétique. Oui. Les dérivés nitrés. Excusez-moi. Donc, je disais, voilà, dérivés nitrés, diurétiques et tout ça, oui, très bien. On peut même aller jusqu'aux drogues.
les drogues ont un effet inotropositif. Inotropositif, ça veut dire qu'on va aider le cœur à pomper. D'accord? Si au-delà de toute cette thérapeutique médicale, on n'arrive pas à gérer cette insuffisance cardiaque, là, on est dans l'insuffisance cardiaque réfractaire à indication chirurgicale. D'accord? Il faudra confier le patient à la chirurgie cardiaque. Donc, il y a la complication hémodynamique. C'est bon, Ourtesh, je viens de lire une réponse qui était correcte. Donc, Ourtesh, quand finalement ça échappe, quand l'infection est incontrôlée, quand ça échappe à l'antibiothérapie. Ourtesh, on parle d'infection incontrôlée quand vous avez la bonne thérapeutique, la bonne durée, la bonne dose et tout ça, et que les hémocultures ne se négativent pas, la fièvre est toujours là et tout ça. D'accord? Et la troisième complication, la troisième indication chirurgicale, ou chinohia, Végétation mobile. très bien. En fait, les indications chirurgicales découlent des complications. Trois des complications vont aller vers l'indication chirurgicale, c'est notamment, oui, la complication embolique. En fait, c'est quand vous voyez que vous avez une preuve d'embolie, d'accord? La végétation est bien embolisée. On va dérouler l'échographie, c'est la végétation, c'est-à-dire que même après embolisation, voilà, elle est encore grosse. Donc, il y a encore un risque que ça embolise. Là, il faudra aller opérer, aller enlever tout ça, d'accord? Ou là, c'est à la base, il n'y a pas eu d'embolie, mais que c'est une vraie grosse végétation. Et grosse végétation, c'est 30 mm à CAC, d'accord? Voilà, donc les trois indications chirurgicales. Donc, elles sont... Il porte une prothèse. Oui, si tu as une déhiscence de prothèse, ou là, si tu as une déhiscence de prothèse, il faut aller, c'est une indication aussi, oui. Surtout à les valves natives, mais oui, si tu as une déhiscence de prothèse, une prothèse qui ne fait plus son boulot, il faut aller la remplacer, donc c'est une indication chirurgicale. Donc, c'est lui qui est en train de me poser des questions sur la taille. En fait, il y a plusieurs. Bon, indication chirurgicale, hémodynamique, infectieuse, embolique, ou Hamlik, en fait, les chiffres. Si tu veux les chiffres exacts, Hamlik. En fait, c'est une végétation qui est 15 mm d'embolie, une végétation qui est supérieure à 30 mm sans preuve d'embolie. Elle est supérieure à 15 mm, mais il y a une autre indication chirurgicale. Par exemple, il a une autre valvulopathie, ou là, il a un pontage aortocoronaire à faire, ou là. Et là, il faudrait mieux ouvrir pour aller régler le problème une fois pour toutes. Les problèmes, du coup, une fois pour toutes. Oui, tu avais raison. Enfin, c'est plus de 10 mm, j'ai 12 mm. 10 mm à 30 mm, qu'une autre raison d'aller opérer. On a fini. Si on doit retenir quelque chose, c'est que l'endocardite infectieuse est une pathologie qui est peu fréquente, mais très grave. C'est pour ça qu'il faut quand même... il faut qu'il y ait plusieurs spécialités qui s'en occupent. Savoir l'évoquer chez tout cardiopathe fébrile. Toujours penser à la porte d'entrée et la traiter. Le diagnostic repose sur les hémocultures, l'imagerie, notamment surtout l'échographie transthoracique ou la transœsophagienne. Pensez aux complications, allez les rechercher soit cliniquement, soit avec l'imagerie, les traiter bien sûr et connaître les indications chirurgicales. Un petit mot sur la prévention, Hadia. Il y a deux choses, vraiment, c'est deux petits mots sur la prévention. On fait la prévention et chez qui, par quoi? D'accord. Chez qui on fait la prévention, c'est pas chez tout le monde. C'est chez les patients à très haut risque de faire une EI. Et dans les prédispositions de faire une endocardite, un dispositif intracardiaque, ceux qui ont une endocardite infectieuse et ceux qui ont des cardiopathies congénitales non opérées et tout ça. Les patients à haut risque de faire une endocardite infectieuse, il faudra penser à l'antibiothérapie prophylactique. Par quoi? Par des antibiotiques, bien sûr. Les antibiotiques, quand ça va être 30 à 60 minutes avant la procédure invasive. Par exemple, s'il fait une extraction dentaire, il faut le prémédiquer avec un antibiotique. De l'amoxicilline avec 2 grammes d'amoxicilline per os, ou s'il est allergique à l'amoxicilline, un macrolide type clindamycine, 600 mg per os kif,
1 heure avant le geste hadak. Et c'est bon. D'accord? Pour l'antibioprophylaxie, pardon, c'est chez les patients à haut risque de faire une endocardite avec une antibiothérapie 30 à 60 minutes avant le geste hadak par de l'amoxicilline 2 grammes ou là de la clindamycine 600 mg. Vous êtes là? Dites-moi oui. Dites oui. Oui. La chirurgie se fait à chaud. Alors oui, justement, il y a quand les indications chirurgicales, c'est un truc en emergency, qui a l'ultra-urgence, l'urgence et où tu peux différer. Et l'ultra-urgence, oui, tu le fais à chaud, même si on m'a dit que tu as peur de la dissémination indique, mais le patient va mourir. Vaut mieux aller faire quelque chose que de ne rien faire et de le regarder mourir. D'accord? Donc oui, elle se fait à chaud quand c'est l'ultra-urgence. État de choc cardiogénique et tout ça, réfractaire. Et justement, Hadi, c'est un peu le risque à prendre. D'accord? Tu mets sous antibiotiques et tu espères que ça va entrer dans l'ordre. Mais oui, il vaut mieux faire quelque chose contre que de rester. Dites-moi si vous avez d'autres questions, parce que là, on est avec l'endocardite du cœur gauche. Vous êtes toujours là? Au chemin, les autres indications de quoi? Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Avant, par exemple, une cystoscopie, coloscopie, tout ce qui est geste invasif, entre guillemets. C'est bon, posez-moi encore les questions que vous voulez. Entre-temps, on va juste parler d'une notion de l'endocardite du cœur droit. On en a parlé, il faut juste penser à la complication rapide. Quand vous avez des végétations en position tricuspide, il faut penser à la complication de l'embolie pulmonaire. D'accord? Ça va être un tableau d'un jeune, par exemple, un jeune, elle est toxicomane, c'est qui vous vient, qui est un peu dyspnéique, avec à l'ECG une tachycardie sinusale, une radiographie qui est normale. Oui, bien sûr que le traitement change selon le germe, ça c'est clair. Donc, je disais que il faut juste penser à la complication, l'embolie pulmonaire sur endocardite du cœur droit. D'accord? Donc, vous avez un jeune, un toxico qui se présente pour dyspnée avec une tachycardie sinusale et tout ça, à la radiographie thoracique, vous allez avoir une radio normale flambolie pulmonaire la plupart du temps. Le CG Fouvartine, tu as le P, je pense que vous les connaissez, tout ce qui est tachycardie sinusale, les T négatifs en antérieur, le bloc de branche droit, l'axe du QRS qui est dévié à droite. Voilà, on va dire que vous faites une TT, toujours, bien sûr, hémoculture, le TT. Le TT, vous allez tomber soit sur une radiographie, une écho normale, soit sur la mise en évidence de végétation en position tricuspide. Où là, les signes indirects d'une embolie pulmonaire. Au hémoculture, vous allez la trouver positive à un germe qui est connu dans ce cas-là, c'est le staph, donc à porte d'entrée cutanée. Voilà. Et là, quand c'est le staph, je pense que vous connaissez le traitement, c'est Oxa, Genta, si c'est un métier S, et vers l'avant, comicine, gentamicine, si c'est un métier R. Voilà, ça c'est juste pour que vous gardiez l'esprit de la complication, tu as l'endocardite en position à droite. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres questions, pour qu'on puisse finir, parce que je pense que c'est bon. En tout cas, je trouve que vous êtes assez bon. Vous avez su répondre à la plupart des questions. Docteur, vous avez une bonne répéter connaissance du sujet. Le traitement de quoi? Du métier R.
PTR, c'est un antistaphe majeur. Mais chez l'oxacine, c'est la vancomycine. Vancomycine, gentamicine. D'accord, merci. Réexpliquer le deuxième cas clinique. Je disais, oui, bien sûr, je peux répéter. Je disais qu'il faut penser, imaginer. Je vais juste donner un vrai cas clinique, d'accord? Vous avez un jeune de 26 ans, qui vous vient au pays des urgences, 26 ans, et qu'on dit j'ai pas d'antécédents et tout, il est un peu bizarre. Hein? Il vient, ouais, là, il vient parce qu'il a du mal à respirer. Il est dyspnéique, d'accord? Ok, vous commencez votre examen clinique, qui les constantes et tout, vous allez avoir une fréquence cardiaque qui est élevée. Une tension correcte, l'auscultation, ça va être une auscultation cardiaque normale, bruit du cœur bon, pas de crépitant, une auscultation libre. Vous faites votre ECG, vous tombez sur un tachy sinusal. L'année, je vous ai dit qu'il fallait penser à l'embolie pulmonaire et par l'examen clinique. Par l'examen clinique qui est normal, en fait, c'est l'embolie pulmonaire en cardiologie, c'est un diagnostic un peu difficile parce que presque tout est normal. Mais c'est toujours la suspicion clinique, votre suspicion clinique qui va l'emporter pour aller qui vit dans le chemin de l'embolie pulmonaire. Parce que sur l'examen clinique normal, le CGI peut être normal, comme vous pouvez avoir avec les signes typiques de l'embolie pulmonaire. Les Romains, je pense que vous les connaissez, la tachycardie sinusale, les ondes de T négatives en antérieur, en V1, V2, V3, l'axe droit du QRS, un BBD complet avec le S1Q3. Vous les avez, vous les avoir sans fièvre. Il peut y avoir de la fièvre quand il peut ne pas y avoir de fièvre. Hein. Il peut y avoir de la fièvre comme pas. Comme pas, ça se dit pas, mais bon. Docteur, pourquoi Oui. Oui, dis-moi. S'il vous plaît, pourquoi on suspecte une embolie alors qu'il n'y a pas un terrain particulier? C'est un jeune de 26 ans qui vient pour une dyspnée. Il n'a pas été alité auparavant. C'est une embolie sur endocardite. شوفي كاين دو تروك هنايا عندك تهضري على l'embolie pulmonaire sur les facteurs de risque en général هذوك en général la femme enceinte ceux qui prennent certains traitements et tout les facteurs de risque de faire une endocardite infectieuse du cœur droit parce que c'est un toxicomane chez ce patient. D'accord. Oui. C'est la complication de l'endocardite. Quels sont les signes évocateurs d'une valvulopathie tricuspide. Alors, c'est un peu gros comme question, mais en fait, c'est tout ce qui est signe droit. Donc, par exemple, la valvulopathie tricuspide, donc il y a les rétrécissements, il y a les insuffisances. Les insuffisances tricuspides, c'est pareil en fait. Quand ta valve a du mal à se refermer, qui devrait s'éjecter, mais le VD vers l'artère pulmonaire, il va refluer vers l'OD. Et l'OD va refluer vers la veine cave et ça va refluer. Donc, tu auras des signes de la turgescence des jugulaires, l'hépatalgie, le reflux hépato-jugulaire, l'acide, l'œdème des membres inférieurs, tout ça. D'accord? La valvulopathie droite, c'est les signes droits, quand c'est vraiment très avancé, d'accord? Mais par exemple, l'auscultation, tu peux entendre un souffle tricuspide seulement, et tu peux ne pas avoir des signes. Mais voilà, c'est surtout le terrain qui te guider vers ce diagnostic-là. C'est la toxicomanie, d'accord? Et je voulais répondre à cette question, Hadia. Le traitement de l'embolie pulmonaire sur endocardite, c'est toujours la fibrinolyse plus anticoagulant. Il faut savoir que c'est d'abord l'anticoagulation. La fibrinolyse, c'est en cas d'embolie pulmonaire massive, en état de choc, d'accord? Donc, ça, c'est sur l'extrême urgence ou l'extrême traitement finalement, la fibrinolyse. C'est l'EP massive. Sinon, oui, c'est toujours l'anticoagulation. Bien sûr, il faut anticoaguler et en même temps traiter l'endocardite infectieuse. Voilà, merci. C'est bon, vous n'avez plus... Docteur? Oui. S'il vous plaît, vous pouvez expliquer la différence entre le traitement d'une endocardite sur une prothèse qui est plantée dans moins d'1 an et sur une prothèse de plus d'1 an. Ça veut dire une endocardite qui survient précocement après le remplacement de la valve ou
Donc, genre, la différence entre les deux. C'est les- En tout cas, vous m'avez compris. Oui, oui. Euh, Je t'entends pas. Pardon? T'as une forte... Je t'ai très bien entendu, oui. Désolée. Très, très bien. Ourtesh, c'était quoi ta question, Ourtesh? C'est quoi le traitement de l'endocardite en cas de Une onde, surprothèse? oui, genre une endocardite sur prothèse qui vient précocement, genre une prothèse de moins d'1 an, par exemple, et une prothèse de plus d'1 an. Genre, ils disent que, vu la différence entre les germes qui provoquent l'endocardite, il y a des traitements différents. Par exemple, une prothèse de moins d'1 an, on suspecte un staph coagulase négatif. Et une prothèse de plus, une endocardite qui vient sur une prothèse de plus d'1 an, on suspecte staph ou bien strepto même, voire des germes, d'autres germes. Genre, quelle sera la thérapie? Les antibiotiques. Bah, déjà, tu as répondu à ta propre question. Tu as répondu à ta propre question. Donc, quand le germe diffère, tu changes d'antibiothérapie. C'est clair. Oui, On va dire quand ça échappe, quand ça échappe à ton traitement médical, il faut penser, toujours les prothèses, penser à l'indication chirurgicale. d'accord. Docteur, j'ai une question. Pour la question à l'endocardite aiguë, l'aiguë, en fait, c'est toujours une sorte de... Quand les signes sont très, très, très près d'une insuffisance cardiaque, bientôt la symptomatologie, bientôt une semaine avant, moins de 7 jours. Là, tu es dans l'aigu. Docteur. Oui. En train de tout entendre. Oui. Dites-moi si c'est bon. Question. Docteur, j'ai une question, s'il vous plaît. Pour le toxicomane qui est venu pour l'embolie. Pas des questions. Ils sont tous forts. Oui. Donc c'est bon. Ça dépend, voilà, tout dépend de la porte d'entrée. Vaudrait mieux la taper. Il vaudrait mieux la taper ta question parce que là... Là, la connexion est de mauvaise qualité. Donc, il vaudrait mieux que tu écris ta question. Je ne s'est pas rendu compte. Je ne s'est pas rendu compte qu'il a... il doit
n'entends rien, docteur. J'avais vu fait une endocardite infraclinique. Non, s'il vient à ta consultation, ça veut dire qu'il a fait de la dyspnée, de la symptomatologie, donc c'est pas infraclinique. Ben, il va pas se rendre compte lui tout seul qu'il est en train de faire une endocardite. C'est à toi de diagnostiquer l'endocardite. D'accord? Il est venu pour une dyspnée. Ou pour la prothèse, ça dépend de la position. Quand c'est le droit en